Olivier de Montfort, un magnate de l'industrie viticole, arriva à l'improviste chez lui plus tôt que prévu et fut bouleversé de trouver sa jeune fille hurlant « Je ne veux pas aller à l'école ». Elle se montrait provocante, refusant d'obéir à sa belle-mère. Mais quelques minutes plus tard, en examinant de plus près l'oreille de l'enfant, il se mit immédiatement à trembler, la prit dans ses bras et la conduisit d'urgence à l'hôpital, les larmes ruisselant sur son visage. La pluie de fin d'après-midi s'abattait en trombe, tel un rideau de cascade, recouvrant les froides dalles de marbre du manoir des murmures d'un linceul d'eau blanchâtre. Une élégante Cadillac Escalade noire glissa à travers les grilles en fer forgé ornées et s'arrêta brusquement devant l'entrée principale. Olivier jeta un coup d'œil à la montre à son poignet, un rare sourire étirant le coin de ses lèvres. Il avait annulé un dîner crucial avec des associés à New York et volé pendant 14 heures pour revenir un jour plus tôt que prévu. Après des mois d'absence, sa petite fille lui manquait terriblement. Ce jour revêtait une importance particulière. C'était la répétition générale avant que Léa ne doive se produire lors du concours de talent scolaire à l'échelle de la ville. Il avait promis d'être le premier spectateur pour elle. Niché dans l'écrin de cuir coûteux à côté de lui se trouvait un minuscule violon fabriqué sur mesure en Italie, un cadeau d'excuse pour les mois où il avait été absorbé par les vignobles dans l'Est. Le chauffeur s'empressa d'ouvrir un parapluie, mais Olivier le congédia d'un geste rapide, gravissant lui-même les marches de pierre. Il anticipait les sons familiers, les salutations animées du personnel, l'odeur savoureuse d'une blanquette de veau s'échappant de la cuisine, et surtout, le bruit sourd des petits pieds de Léa courant pour accueillir son père. Mais lorsque la lourde porte en chêne s'ouvrit, il ne fut accueilli que par un silence glacial. Le hall principal était sombre et froid, tel une cave à vin abandonnée. Il n'y avait aucune gouvernante, aucune odeur de nourriture, et le lustre en cristal était éteint. Soudain, un son discordant brisa la quiétude. Une symphonie de Mozart hurlait depuis le salon de musique au bout du couloir à un volume anormalement élevé, faisant vibrer violemment les carreaux des fenêtres. Olivier fronça les sourcils, son cœur se serrant d'un sentiment soudain de malaise. Il poussa doucement la porte entr'ouverte. La scène à l'intérieur fit tomber la boîte cadeau de sa main sur le sol avec un bruit sourd. Sous la lumière jaunâtre du salon de musique, Valérie se tenait dos à lui, ses mains aux ongles vernis d'un rouge vif plaquant fermement un large casque audio sur la tête de Léa. L'enfant de 7 ans, vêtu d'une robe blanche froissée, était recroquevillé dans le fauteuil, ses petites mains griffant frénétiquement le rembourrage en cuir du casque, essayant désespérément de le repousser. Ses jambes se débattaient de désespoir. « Maman, s'il te plaît, enlève-le !» Le cri perçant de Léa, tendu et à vif par l'inconfort, traversa la musique forte comme un poignard droit au cœur d'Olivier. Il s'élança de toutes ses forces, arrachant brusquement les mains de Valérie de la tête de sa fille. « Mais qu'est-ce que tu lui fais, bon sang ?» Valérie sursauta, effrayée. Le casque tomba au sol et se fissura. Elle se retourna, son visage momentanément terrifié. Mais instantanément, le sourire social parfait vu dans les magazines de mode réapparut, masquant sa détresse. « Oh, mon Dieu, Olivier! Quand es-tu rentré? Tu m'as fait une peur bleue. » Valérie lissa une boucle de ses cheveux, sa voix passant à un ton doucereux, légèrement réprobateur, ignorant complètement la fureur de son mari. « Tu es rentré trop tôt et tu as gâché la surprise. Je l'aidais juste avec son entraînement auditif. Le concours approche et elle a été si paresseuse, prétextant toujours un mal de tête pour sauter l'entraînement. Je dois être ferme avec elle pour qu'elle apprenne la discipline. » Olivier ne prêta aucune attention à cette explication creuse. Il s'agenouilla sur le sol, tendant la main pour aider Léa à se relever, mais contrairement à son attente, la petite fille ne se précipita pas dans ses bras pour trouver refuge. Léa s'effondra sur le tapis, tout son corps tremblant. Ses grands yeux regardaient son père, mais étaient remplis d'une peur étrange et lointaine. Sa tête était inclinée de manière notable vers la gauche, ses yeux fixés sur les lèvres mouvantes d'Olivier comme si elle essayait de déchiffrer une langue inconnue. « Léa, c'est papa. Je suis rentré. Où as-tu mal, ma chérie ?» Léa resta silencieuse, le regard vide. Elle tressaillit lorsque la main d'Olivier tenta de toucher ses cheveux emmêlés. Valérie s'interposa rapidement entre eux, jeta un coup d'œil à sa montre et s'exclama « Oh là là, je suis en retard pour le gala de charité de la Ligue des femmes. Tu sais que je suis le visage de l'organisation. Je ne peux pas faire attendre ces dames. Reste à la maison et surveille-la. Elle fait juste sa comédie. » Tout en parlant, Valérie sortit un flacon de parfum de son sac à main.
Elle le vaporisa à plusieurs reprises dans les cheveux de Léa, créant une brume épaisse qui enveloppa l'enfant tremblante. Voilà, princesse. Ça sent bon. N'embarrasse pas maman. L'odeur âcre et épineuse de rose du Chanel envahit la pièce, piquant les narines d'Olivier. Mais en tant qu'expert en vin, doté d'un odorat aiguisé, il se figea. Sous cette fragrance artificielle coûteuse, il y avait autre chose. Valérie, attends. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Je pars maintenant. Je vous aime tous les deux. Non. Valérie lui coupa la parole, envoya un baiser et s'éloigna précipitamment avec son sac comme si elle fuyait. Le cliquetis de ses talons hauts s'estompa sur le sol en marbre, se fondant avec le rugissement de sa voiture de sport de luxe s'éloignant à toute vitesse sous la pluie, abandonnant le père et la fille dans la pièce froide. Après quelques minutes de silence assis à côté de son enfant, seules les respirations sifflantes et lourdes de Léa subsistaient. Olivier se pencha en avant, sa grande main touchant doucement l'épaule de sa fille, essayant d'établir une connexion. « Léa, je suis tellement désolé. Je suis rentré trop tard. » Léa leva les yeux vers son père, le regard embué de larmes. Elle bougea les lèvres, essayant d'émettre un son, « Papa ». Mais l'appel resta coincé dans sa gorge. Soudain, un frisson parcourut son petit corps. Les yeux de Léa se fermèrent et elle s'affaissa sur le sol, son corps commençant à convulser là, dans les bras d'Olivier. Un fluide jaunâtre suintant entre ses doigts sortit Olivier de sa torpeur. Sans une seconde de réflexion, il souleva le corps convulsé de Léa dans ses bras et se rua vers la porte d'entrée, ignorant la pluie glaciale qui fouettait son visage. La Cadillac Escalade déchira le déluge, ses pneus crissant sur l'asphalte glissant de l'avenue de la Vallée. Olivier écrasa la pédale d'accélérateur, ses mains agrippant le volant si fort que les veines saillaient, ses yeux jetant constamment des coups d'œil au rétroviseur. Léa gisait inconsciente sur la banquette arrière, son petit visage pâle et cendré comme une feuille de lys flétrie dans la tempête. « Tiens bon, ma chérie. Je suis tellement désolé. Nous sommes presque arrivés. » Les mots marmonnés d'Olivier furent avalés par le bruit de la pluie tambourinant contre la vitre de la voiture. Dans ce moment de vie ou de mort, les souvenirs des 3 dernières années affluèrent, clairs et cruels comme un film au ralenti. Depuis le décès de sa première femme, il avait choisi de s'enterrer dans de longs voyages d'affaires et dans les caves à vin infinis pour échapper à la douleur de la perte. Il avait acheté à sa fille d'innombrables poupées coûteuses, des robes de créateurs somptueuses, et avait complètement confié ses soins à Valérie, la femme qu'il croyait capable d'apporter la chaleur d'une mère. Mais maintenant, en regardant l'enfant en détresse sur la banquette arrière, un regret accablant lui serra la poitrine. Il réalisa qu'il ne savait même pas ce que sa fille aimait manger, pourquoi elle était devenue si maigre, ou quand la distance entre eux était devenue si vaste. Il avait utilisé l'argent pour acheter la tranquillité d'esprit. Mais le prix était la souffrance que sa fille endurait seule. La voiture s'arrêta brutalement, dérapant légèrement devant l'entrée des urgences de l'hôpital américain de Paris. Olivier ouvrit la portière à la volée, portant Léa à l'intérieur. Ses cris frénétiques appelant un médecin agitèrent toute la zone de réception. Les infirmières sortirent immédiatement un brancard, emmenant Léa dans l'unité de traumatologie. La porte des urgences se referma violemment au nez d'Olivier, le séparant du seul monde qui comptait pour lui à cet instant. Le temps d'attente s'étira indéfiniment, comme des siècles. Olivier s'effondra sur le banc d'attente froid, ses mains fermement jointes pour arrêter les tremblements. L'odeur commença à monter. Sans le parfum épais pour la couvrir, l'odeur rance et écœurante de l'infection et de la pourriture frappa ses narines, âcre et obsédante. La porte des urgences s'ouvrit à la volée. Le docteur Jean-Pierre, chef de service, en sortit, retirant son masque chirurgical. Son expression était grave, ses yeux regardant Olivier avec une colère non dissimulée mêlée de reproches. Dans sa main se trouvait un plateau médical en acier inoxydable recouvert d'un tissu blanc. « Êtes-vous le père de la petite Léa ?» Olivier bondit, se précipitant vers l'avant. « Comment va-t-elle, docteur ? Que lui est-il arrivé ?» Le médecin ne répondit pas tout de suite. Il posa le plateau sur la table de service et souleva le tissu blanc de manière décisive. « Regardez. Ceci est ce que nous venons de retirer des profondeurs du conduit auditif de votre fille. » Gisant isolé dans le plateau brillant se trouvait un objet noirâtre de la taille d'un petit doigt. Décomposé et déformé. Il était incrusté de sécrétions jaunes et de stries de résidus noirs séchés. Il fallut quelques secondes à Olivier pour comprendre qu'il s'agissait de l'embout d'un coton-tige,
une boule de coton. Il était coincé fermement contre son tympan, accumulant bactéries et moisissures, formant un abcès massif. D'après le niveau d'infection des tissus mous environnants, cette chose est dans son oreille depuis au moins 3 mois. Olivier était stupéfait. Ses yeux étaient rivés sur l'objet répugnant. Ses oreilles bourdonnaient, la voix du docteur semblant lointaine comme venant d'un autre royaume. Le tympan s'est rompu à cause de la pression excessive du pus. La récente crise convulsive a été causée par l'infection généralisée entraînant une forte fièvre et une douleur extrême dans son système nerveux. Ce n'était pas une blessure accidentelle, monsieur. Un enfant de 7 ans ne pourrait pas insérer quelque chose aussi profondément et endurer ce niveau de douleur pendant 3 mois sans une grave négligence, ou peut-être même une omission délibérée de son tuteur. Chaque mot du médecin frappa Olivier comme un coup de masse. 3 mois. Pendant 3 longs mois, sa fille avait dû vivre avec cette ordure pourrie à l'intérieur de sa tête pendant qu'il était occupé avec des contrats de plusieurs millions et que Valérie était occupée avec des fêtes. La paresse et l'entêtement dont parlait Valérie étaient en fait les cris désespérés de sa fille appelant à l'aide. Une colère flamboyante et féroce remplaça la peur. Olivier sortit son téléphone, son doigt tremblant composant le numéro de Valérie. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Seul le son d'une sonnerie longue et infructueuse résonna. La ligne était injoignable. Il serra les dents, crispant sa main sur le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Olivier ouvrit l'application de localisation familiale qu'il avait installée sur le téléphone de sa femme il y a longtemps par sécurité. La carte de la ville apparut. Le point rouge de localisation de Valérie n'était nulle part près de l'hôtel Ritz où se tenait le gala de charité. Il clignotait à répétition à un endroit complètement différent de l'autre côté de la ville, au cercle de l'Émeraude. Le point rouge sur l'écran du téléphone continuait de clignoter, moqueur et cruel. Il n'avait pas bougé. Il était fermement fixé à l'adresse du complexe de jeu depuis 3 heures pendant que Léa gisait inconsciente derrière la porte des urgences avec un trou dans le tympan. Olivier resta figé sur le banc froid de l'hôpital, la lumière fluorescente blanche et crue projetant des ombres sur son visage, soulignant les veines saillantes de rage contenues. Il n'appela plus. L'horloge au mur indiquait 3 heures du matin. Un claquement distinct de talons hauts sur le sol en marbre résonna depuis l'ascenseur, brisant le silence. Les pas étaient précipités, mais légèrement trébuchants et inégaux. Olivier leva lentement la tête. Valérie apparut au bout du couloir. Elle portait toujours la robe de soirée glamour de l'après-midi, mais maintenant elle semblait froissée et débraillée. La coiffure savamment élaborée avait glissé, tombant en désordre sur un visage lourdement maquillé, mais barbouillé de sueur et de sébum. Au moment où elle vit son mari, l'expression de Valérie changea. Elle essaya de stabiliser sa respiration, tordant son visage dans une expression de détresse absolue avant de se précipiter vers lui. « Olivier, où est-elle? Comment va mon bébé? Oh mon Dieu, j'ai conduit comme une folle pour arriver ici quand j'ai vu tes appels manquer. » Une odeur âcre parvint à Olivier. Ce n'était pas le parfum Chanel de l'après-midi, mais un mélange aigre de tequila bon marché, de fumée de cigarettes rances accrochées au tissu et de la sueur d'une excitation extrême. Olivier ne se leva pas. Il s'écarta simplement, faisant tomber la tentative d'étreinte de Valérie dans le vide. Valérie s'arrêta, sa main suspendue en l'air. Elle cligna des yeux, une lueur de confusion, rapidement couverte par un ton de reproche. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta femme est morte d'inquiétude et tu agis comme un bloc de glace. » Qu'a dit le médecin? Je parie que c'est juste un stupide mal de gorge ou un rhume ordinaire, n'est-ce pas? Olivier se leva lentement. Sa stature supérieure projetait une ombre sur Valérie. Il ne dit rien, se contentant de plonger la main dans la poche de sa veste et d'en sortir un petit flacon en verre. À l'intérieur, l'objet noir et décomposé gisait seul. Il tint le flacon devant le visage de Valérie, à hauteur des yeux. « Reconnais-tu ceci ?» Valérie plissa les yeux. La lumière du couloir se reflétant à travers le verre lui fit prendre quelques secondes pour faire la mise au point. Lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'une boule de coton sale tachée de pus séché, elle recula, plissant le nez de dégoût. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? C'est dégoûtant. Pourquoi me montres-tu cette ordure? » Le médecin vient de le retirer de l'oreille de Léa. C'est resté logé là, érodant son tympan pendant 3 mois. La voix d'Olivier était basse, stable, mais tranchante comme un scalpel. 3 mois, Valérie.
Exactement le moment où tu m'as dit qu'elle avait commencé à devenir paresseuse et têtue. Le visage de Valérie pâlit. Ses pupilles se dilatèrent un instant. Mais au lieu de la peur ou du remords, le mécanisme de défense d'une menteuse chevronnée s'enclencha fortement. Elle releva la tête, écartant le flacon d'un geste de la main. « Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu penses que j'ai fait ça? Tu es fou, Olivier. Je suis sa belle-mère, mais je ne suis pas un monstre. Alors pourquoi était-ce là? Tu étais la seule à la maison avec elle. C'était cette vieille femme, Marie-Thérèse. Ça devait être elle. Hurla Valérie, sa voix résonnant dans le hall désert, amenant l'infirmière de garde au loin à jeter un coup d'œil et à protester. Je t'avais dit avant qu'elle soit renvoyée il y a 3 mois. Elle devenait sénile. Ses mains tremblaient. Je l'ai vue nettoyer l'oreille de la petite une fois en cachette. Elle a dû le faire tomber dedans et garder le silence ensuite. Voilà. C'est la conséquence de ta manie de toujours défendre le personnel. Valérie haletait, triomphante d'avoir trouvé un alibi parfait concernant la chronologie. Marie-Thérèse avait été renvoyée il y a 3 mois. Le coton était dans l'oreille depuis 3 mois. Elle croyait que cette coïncidence la sauverait d'une défaite certaine. Olivier continua de fixer sa femme, son regard inébranlable. Marie-Thérèse a été renvoyée parce que tu as prétendu qu'elle avait volé une bague. Maintenant tu dis qu'elle a endommagé l'oreille de notre fille. Si elle l'a fait, pourquoi toi, celle qui prétend prendre soin méticuleusement de l'enfant, n'as-tu pas remarqué sa douleur pendant 3 mois? L'enfant inclinait la tête. Il y avait des écoulements et une odeur. N'as-tu rien remarqué? Je ne suis pas médecin. Valérie commença à bégayer, sa voix devenant plus perçante. Elle n'arrêtait pas de simuler la douleur pour sécher l'école. Comment étais-je censé savoir que c'était une vraie douleur? J'ai tellement de soucis, les galas de charité, rencontrer des partenaires pour t'aider. Tu es constamment parti, me laissant l'enfant sur les bras. Maintenant que quelque chose ne va pas, tu me rejettes toute la faute. C'est toi le père négligent ici. Valérie commença à sangloter hystériquement, les larmes barbouillant son mascara, laissant des traînées noires sur ses joues. Elle se frappa la poitrine, déplorant son sort. Je souffre tellement. Épouser un homme riche, c'est comme être une domestique d'élite. Je suis scrutée pour m'occuper de son enfant. J'étais tellement stressée que j'ai dû aller boire quelques verres pour décompresser et maintenant on me regarde comme une criminelle. Sais-tu combien de pression je subis? Tout en gémissant, Valérie gesticulait sauvagement pour ajouter au drame. Dans un mouvement de bras particulièrement ample, le sac Hermès Birkin coûteux suspendu à son coude glissa. Il tomba sur le sol en marbre avec un bruit sourd. Le fermoir s'ouvrit. Le contenu s'éparpilla sur le sol du couloir. Maquillage, portefeuille, clés de voiture et des objets ronds en plastique dur roulèrent partout, créant des cliquetis joyeux mais amèrement ironiques. Olivier baissa les yeux. Ce n'était pas de la poudre de maquillage. C'étaient des jetons de jeu. Des jetons rouges et noirs de haute valeur imprimés avec le logo de 2 lions opposés. Le logo du cercle de l'émeraude. Les pleurs de Valérie cessèrent brusquement. L'espace sembla se figer. Elle s'agenouilla en panique, essayant désespérément de ramasser les jetons dans ses paumes, les cachant comme une enfant prise en train de voler un biscuit. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Ce sont des souvenirs. Une série rapide de bips de notifications provint du nouvel iPhone de Valérie qu'elle avait posé sur le banc d'attente quelques instants auparavant. L'écran s'illumina brillamment dans l'obscurité, affichant clairement le contenu du message directement sur l'écran verrouillé. Olivier se tenait juste à côté. Il jeta un coup d'œil. Directeur du cercle de l'émeraude, madame. Valérie, votre paiement de dette de 500 000 € était dû ce soir. Nous ne pouvons pas prolonger davantage. Veuillez régler immédiatement pour éviter des complications. Le texte frappa les yeux d'Olivier comme une condamnation à mort pour ce mariage. La vérité n'eût été exposée sans la moindre couverture. La femme qu'il avait fièrement appelée son ambassadrice de charité, la femme à qui il avait confié sa fille, était en réalité une accro au jeu noyée sous les dettes. Des souvenirs coûteux, n'est-ce pas? Grogna Olivier, le mépris emplissant ses yeux. Valérie réalisa qu'Olivier avait lu le message. Elle jeta la poignée de jetons au sol et se jeta sur le téléphone. Mais Olivier fut plus rapide.
Sa main forte arracha le téléphone avant qu'elle ne puisse le toucher. « Rends-moi ça. C'est ma vie privée. » Valérie hurla, sa voix paniquée. « Vie privée ? Tu as utilisé les fonds médicaux de ma fille pour soutenir ce casino et maintenant tu exiges de l'intimité ?» Olivier fit glisser son doigt pour déverrouiller. Valérie n'avait pas changé le mot de passe, sa propre date d'anniversaire. Il tint l'écran hors de sa portée. Une avalanche de textos de recouvrement de dettes. Un sombre historique de virements inondait l'écran. Valérie ne pouvait plus maintenir sa façade digne. Elle se jeta sur Olivier comme un animal acculé. Ses yeux étaient injectés de sang et exorbités, ses ongles pointus levés, visant directement son visage. « Donne-le ici. Donne-moi le téléphone. » Olivier resta ferme, ignorant ses égratignures sur son bras. Il regarda la femme devant lui, ne voyant plus sa femme, seulement un démon révélant sa vraie forme parfum d'argent. Olivier contracta son bras, repoussant Valérie avec force. La poussée n'était pas excessivement puissante, mais elle fut assez décisive pour faire perdre l'équilibre à la femme en pleine frénésie, qui tomba lourdement sous le banc d'attente de l'hôpital. « Reste tranquille. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te passer les menottes ici même. » La voix d'Olivier était glaciale, portant l'autorité d'un homme habitué à donner des ordres en salle de conseil. Il lui tourna le dos et s'éloigna, ne prenant pas la peine de regarder sa femme qui hurlait des insultes derrière lui. Les malédictions profanes résonnaient dans le hall, mais pour Olivier maintenant, elle n'était rien de plus qu'un fantôme. Olivier se précipita vers le parking. La pluie s'était calmée, mais l'air était encore humide et lourd. Il se jeta sur le siège conducteur de la Mercedes-Benz, le rugissement du moteur déchirant la nuit. Il ne rentrait pas chez lui. Il devait trouver la dernière pièce de la vérité, un témoin vivant. La voiture s'éloigna à toute vitesse, laissant derrière elle le quartier glamour des hauteurs avec ses gratte-ciel, se dirigeant droit vers la périphérie, vers les ruelles de Ménilmontant. Plus il s'éloignait du centre-ville, plus les lampadaires devenaient rares. Les routes asphaltées lisses cédaient la place à des nids de poules chaotiques et gorgés d'eau. Le quartier populaire niché près des voies ferrées émergea dans les phares vacillants. Des abris de fortune construits en tôle rouillée et en contreplaqué étaient entassés les uns contre les autres. L'odeur d'ordures, d'eaux usées et de fumée de charbon humide s'infiltrait dans l'habitacle de la voiture malgré les fenêtres fermées. Olivier arrêta la voiture devant une ruelle étroite et boueuse. La présence du véhicule de luxe créait un contraste saisissant et ironique entre l'extrême richesse et la pauvreté absolue. Quelques chiens errants aboyèrent bruyamment et quelques sans-abri blottis sous les avantois le regardèrent avec des yeux méfiants. Olivier s'en moquait. Il sortit, ses chaussures en cuir italien coûteuses s'enfonçant profondément dans la boue. Il manœuvra à travers les étals de fortune du marché de nuit des pauvres. L'odeur piquante de graisse frite et de merguez brûlée emplissait l'air. Au bout de l'allée, à côté d'un vieux stand de crêpes, une silhouette familière rangeait. Une femme âgée et maigre portant un manteau de laine élimé, ses mains ridées tremblant alors qu'elle grattait les résidus brûlés de la plaque de cuisson. C'était Marie-Thérèse, la nounou qui avait tenu Léa depuis sa naissance. La femme qu'Olivier avait renvoyée il y a 3 mois simplement à cause d'une accusation infondée de Valérie. Marie-Thérèse. Appela Olivier, la voix étouffée par l'émotion. La vieille femme tressaillit, laissant tomber sa spatule au sol. Elle leva les yeux, plissant les yeux à travers ses lunettes. Un verre était fissuré. Lorsqu'elle reconnut la grande silhouette de son ancien employeur sous le lampadaire tamisé, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Monsieur. Monsieur Olivier. » Marie-Thérèse recula précipitamment, saisissant son châle pour couvrir sa tête et son visage. L'instinct lui disait de courir. La peur des menaces de Valérie était encore gravée dans son esprit. « Je n'ai rien volé, je le jure. »« S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas, » balbutia-t-elle, essayant de se glisser dans la ruelle sombre et profonde derrière elle. Olivier se précipita vers l'avant, sa longue enjambée bloquant son chemin. Ses grandes mains saisirent fermement les frêles épaules osseuses de la vieille nounou. Il n'utilisait pas la force pour la soumettre, mais pour la maintenir immobile, comme s'il s'accrochait à son dernier fil d'espoir. « Marie-Thérèse, calmez-vous. Je ne suis pas venu vous arrêter. Je suis venu m'excuser. » Marie-Thérèse tremblait violemment, n'osant toujours pas le croire. Olivier sortit son téléphone de sa poche de poitrine, ouvrant la photo qu'il venait de prendre de Léa en salle de réveil. Sur la photo,
la tête de l'enfant était enveloppée de bandages blancs, des perfusions scotchées à son petit bras. Regardez, Marie-Thérèse, regardez Léa. La vieille femme plissa les yeux vers l'écran. Au moment où elle vit l'état de la petite maîtresse qu'elle aimait comme sa propre petite fille, toute sa peur s'effondra. Marie-Thérèse s'affaissa sur le sol, s'agenouillant directement dans la boue, éclatant en sanglots déchirants. Le cri d'une vieille femme supprimée depuis si longtemps, plein d'injustice et de douleur. Ma petite fille. Oh mon Dieu, mon bébé. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Cette boule de coton. Est-ce vous qui l'avez fait? Olivier s'agenouilla à sa hauteur, la pressant de répondre. Marie-Thérèse secoua la tête avec véhémence, les larmes ruisselant sur son visage ridé. Non, je préférerais être blessé plutôt que de faire du mal à cet enfant. C'était elle. C'était Madame Valérie. Et puis, dans la ruelle sombre de Ménilmontant, l'horrible vérité fut révélée à travers le récit haletant et étouffé de la vieille femme. Il y a 3 mois, cet après-midi-là, elle se précipitait pour partir. Elle disait qu'elle avait un engagement très important. Elle ne pouvait pas être en retard. La petite fille se plaignait d'une oreille qui la démangeait. Elle s'est énervée et a enfoncé le coton-tige très fort. La petite fille a hurlé. Quand elle l'a retiré, seul le bâtonnet en plastique restait. Marie-Thérèse s'étouffa dans un sanglot. Elle savait que je l'avais vu regarder le bâtonnet en plastique, mais elle l'a jeté. Elle a dit,